Les merveilleuses aventures de Calon par ASP Explorer. Chapitre 3, où l'on se glisse dans la FIT. Deux jours plus tard, en milieu d'après-midi, nos amis arrivèrent en vue de Bantozoz, où visiblement la foire battait son plein. Quelques maisons et un temple de Gorzawa le Rédempteur, ainsi que divers bâtiments plus récents, s'accrochaient à un monticule hémisphérique planté au milieu d'une vallée, ordinairement verdoyante de culture, mais présentement noire de monde, et bariolée des couleurs criardes des myriades de tentes et de carrioles qui avaient fleuri dès que les derniers flocons de la plaine avaient eu fini de fondre. La foire interprovinciale du Taranien, FIT, était une manifestation importante. La petite troupe fut arrêtée à 1 lieue de la foire par la garde. Ou pour être plus précis, par 2 fils de paysans bantosiens, maigres et maladroits, que des édiles municipaux avaient équipés de curieux uniformes jaunes et or, de chapeaux pointus et croulant sous les médailles, ainsi que des glaives et des lances d'ornement dont l'usage exact semblait leur échapper. Il y avait gros à parier qu'ils exerçaient le reste de l'année la fonction d'idiots du village. « Halte là !» prononça le plus grand d'une voix pénétrée en inclinant son instrument. « Qui va là, de Dieu ?» « Nous sommes de paisibles commerçants des pays du Nord, attirés par la magnificence de votre prestigieuse manifestation, dont le renom s'étend maintenant jusqu'au contrefort du bouclier des dieux. Ma jeune épouse et moi-même, ayant eu vent de l'organisation de cette foire et du grand jeu concours, décidâmes de nous rendre compte par nous-mêmes de la grandeur de votre ville. Ainsi, rassemblant nos ors et argent, et après avoir engagé l'habile spadassin que voici, il désigna Calon, nous nous mîmes en route vers le midi, espérant remporter dans notre modeste véhicule, Melgo montra du pouce la carriole des lutins qu'il conduisait, les 1000 merveilles des brillantes et ancestrales civilisations de la mer Caltienne, dont nous ne manquerons pas de faire l'acquisition dans vos riantes échoppes. Ah, quelle joie inonde mon cœur à la perspective de découvrir enfin Bantozoz et ses somptueuses demeures, ses artistes, ses baladins, ses hommes de science, ses glorieuses murailles, ses temples et leurs mystères, ses auberges accueillantes aux victuailles infinies, ses distractions innombrables. À ce sujet, où peut-on s'adresser pour obtenir des renseignements sur votre puissante cité ? Il fallut plusieurs secondes aux deux compères pour comprendre le sens général de cette logorée verbale et en arriver à la question, à laquelle répondit le second à grand renfort de dangereux moulinets de pertuisane. « Ben, adressez-vous au syndicat d'initiative, sur la Grand Place, en face du temple, cette affaire. Pouvez pas vous tromper, hein, c'est la grande maison toute neuve, cré de Dieu. » Merci mon brave, je vois que vous êtes un bel exemple de cette laborieuse humanité qui, de cette terre sauvage, fit un jardin des délices où... Mais déjà, les 3 malfaiteurs et leurs carrioles étaient hors de portée d'ouïe des malheureux gardes, qui se demandaient encore ce qui leur était arrivé, et si ces curieux marchands ne s'étaient pas trompés de ville. Ils s'installèrent en périphérie, d'une part parce que le centre était déjà encombré, et d'autre part pour pouvoir s'enfuir rapidement si nécessaire. 2 longues perches attachées sur le côté du chariot dévoilèrent leur utilité lorsqu'ils les plantèrent dans le sol et tendirent par-dessus la bâche du chariot susnommé, formant ainsi une tente d'une taille confortable, d'autant qu'il était encore possible de dormir sous ou dans le véhicule. Puis ils se séparèrent. Soug resta au camp pour veiller dessus et méditer quelques heures. Ses compagnons comprirent qu'elle cherchait en fait à travailler des sortilèges et n'insistèrent pas. Calon alla visiter le vaste marché circulaire qui enserrait Bantozoz, comptant bien en profiter pour faire l'acquisition de nouvelles bottes. Melgo, lui, se dirigea vers la petite colline afin de tirer au clair cette affaire de bête qui l'intriguait. Il traversa donc le grand marché, ne prêtant guère attention aux marchandises et victuailles que lui proposaient des légions de négociants en verve, ni aux hordes de mendiants saisonniers lui demandant l'aumône avec insistance, ni aux imposants mercenaires engagés par les principaux commerçants pour combler la vacuité du service d'ordre local,
ni même aux joueurs professionnels qui exerçaient leur art délicat et difficile devant une clientèle de connaisseurs, ni encore aux catins, belles comme le jour, les laides sortant le soir, profitant de la pénombre et de l'ébriété de leurs prospects, ni aux prêtres noirs, ou rouges, ou gris, beuglant en des langages insolites les prophéties les plus saugrenues, ni aux montreurs d'animaux sauvages et de monstres empaillés, ni aux jongleurs acrobates, musiciens, comédiens, mimes et autres parasites qui sont le fléau de toutes les civilisations. Il grimpa le long de la grande rue de Bantozoz, la seule garnie de pavés, et se retrouva fort logiquement sur la Grand Place. Elle était de taille assez modeste et noire de monde. Sur une estrade, le seul commerçant habilité à s'y produire cherchait à vendre 3 salonites éthiques et une jolie malachienne, présentée comme une veuve vendue pour payer les dettes de son mari. Melgo manqua à sa grande honte de se faire détrousser par un de ses collègues, qui repartit plus riche d'expérience et avec un trou de dague dans la main. Cette mésaventure le convainquit d'aller au plus vite au syndicat d'initiative, qui, s'il lui manquait quelques centimètres pour être le plus haut bâtiment de Bantozoz, était sans conteste le plus étendu. Il abritait aussi l'échevinat, le conseil bourgeois, la garde, le trésor et diverses administrations qui ne prenaient vie que 2 semaines par an. Dans l'entrée, inondée par les rayons d'or du soleil couchant traversant des vitraux multicolores, vantant à grands frais et contre toute évidence les mérites de Bantozoz et de son arrière-pays, une employée d'un âge certain, sèche comme un crapaud écrasé sur la route des départs en vacances, et à peu près d'aussi bonne humeur, tenait tête à un personnage rondouillard de la même génération qu'elle, aux cheveux raides et gras, vêtu de noir et d'or ostensiblement affiché, à la dernière mode de Taranoz, qui lui répondait d'un ton suffisant et avec une voix des plus désagréables. Il était accompagné par 4 individus de haute stature, en uniforme sombre, au regard d'aigle et au menton carré, qui ne devaient probablement pas leur emploi à leurs compétences en ikebana. La discussion portait apparemment sur le nombre de candidats pour le grand jeu concours, que le petit homme jugeait insuffisant au bon déroulement de la foire. « Ah, ce n'est tout de même pas ma faute si tous les héros de la région sont morts !» Madame, je suis certain que vous avez fait tous les efforts promotionnels nécessaires auprès des établissements hôteliers de la région. Mais qui vouliez-vous trouver pour entrer dans cette grotte maintenant? Les jeunes ont bon le goût du risque, mais pas à ce point. Madame, il apparaît que vous ne maîtrisez pas les méthodes modernes de prospective ou que vous n'en mesurez pas l'intérêt économique. Je vous avertis que si vous ne faites pas dans des délais raisonnables un effort de remise en cause personnelle, nous devrons cesser notre collaboration. Sur ces belles quoique difficilement compréhensibles paroles, il tourna les talons et s'enfuit avec ses arsouilles. « Qui est donc ce peu sympathique personnage » demanda Melgo à la femme rouge de fureur qui se calma quelque peu avant de répondre. « C'est Balafol, maître Balafol. »« Qui ça? Vous n'avez pas entendu parler de maître Balafol, le célèbre aventurier ?»« Lui? Un aventurier? Il n'a même pas l'air de savoir comment on attrape un poulet. »« Un ancien aventurier, » précisa la femme d'un air là. Je vais vous raconter. Et elle raconta. Quelques années auparavant, une troupe d'aventuriers, menée par Zanador aux cheveux de feu, et composée de Lamishir Botte de Nain, Morgred le fléau des steppes nordiques, Shamrid le vent de guerre, Balafol le comptable des expéditions bien organisées, et Samfi le porteur qui supporte bien le fouet, avaient découvert dans un parchemin, après une nuit de libation bien arrosée, le chemin menant à l'antre maudit de la bête de Bantozoz. Alléchés par la description des richesses que recelait la caverne, située dans la forêt à quelques minutes du village, les intrépides baroudeurs s'étaient lancés dans l'aventure. Balafol fut le seul à sortir. Homme pragmatique, prudent et imaginatif, il vint rapidement à la conclusion qu'il était plus facile, moins risqué et de meilleur rapport de profiter de la bêtise de ceux qui sont prêts à risquer leur vie pour s'approprier un trésor dont l'existence, par ailleurs, n'avait même jamais été prouvée. Il décida donc que le temps était venu pour lui de prendre sa retraite d'aventurier à Bantozoz même et prit contact avec les plus riches négociants de la région pour organiser annuellement un grand marché dont la principale attraction serait le départ quotidien d'un groupe d'aventuriers pour l'inconnu. Cela avait tant et si bien marché que Balafol était maintenant un homme incalculablement riche et respecté de toute la Malaquie. « Vous m'avez parlé de richesses alléchantes ?» Oui, on dit que la bête vit sur un lit d'or, d'argent et de pierres précieuses. Remarquez, on exagère peut-être un peu pour faire venir les héros. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qui leur est arrivé aux héros? Des fois, certains touristes entendent des cris étouffés, d'autres sentent des odeurs de brûlés sortir de la grotte.
Et combien sont ressortis? Amusant que vous me posiez cette question. Disons environ aucun. Melgo se caressa longuement le menton et considéra le mur d'en face à travers la tête de l'employé. Il en avait l'habitude lorsqu'il faisait grand usage de son cerveau. Après quelques secondes, il s'empara distraitement d'une brochure sur le concours et prit poliment congé. Il arriva à la charrette en même temps que Calon, qui, au vu de ses vêtements déchirés, avait certainement profité de son escapade pour s'entraîner au combat de rue et à la course à pied. Souk, quant à elle, préparait un lapin à la broche. Melgo attendit que le repas soit prêt et que tous soient assis pour exposer son projet. « Souk, Calon, il faut que nous parlions d'argent. Je gage que tu as trouvé quelques bons marchands bien gras et benoît dont nous pourrions cette nuit visiter les shops. Il y en a en effet quelques-uns que j'ai repérés. Mais que penseriez-vous d'une petite distraction ce soir? Quel genre de distraction? Encore une beuverie? Ou bien un spectacle? Il y en a beaucoup par ici? Des femmes, suggéra Calon. Je pensais plutôt à un genre de distraction plus lucratif. Calon et Souk ne se trompèrent pas sur la lueur de cupidité qu'ils lisaient dans la prunelle de leur compagnon, gage d'ennui, mais surtout de profit, et se penchèrent vers lui. Que penseriez-vous de rendre visite ce soir à la bête de Bantozoz? Ne souhaiteriez-vous pas entrer dans l'histoire et les légendes de ces gens simples en ramenant la tête de cette infâme créature et en la jetant aux pieds de ces nobliaux craintifs, éclaboussant leur « Oh, te fatigue pas, Melgo, on la connaît ton histoire. On n'a pas l'envie de risquer nos peaux pour un trésor qui n'existe que dans l'imagination d'un alchimiste gâteux et 3 marbis bouseux. » Un marbi est celui dont le père couchait avec sa sœur, et qui a épousé sa cousine, qui est en fait sa tante par alliance, depuis que la bru de son grand-père paternel a engrossé en seconde noces le frère bâtard de son voisin. Insulte mortelle apta. Cependant, avant que l'insulté ne comprenne, vous avez le temps de courir hors de portée de flèche. Oui, mais ce que vous ignorez, c'est que depuis des années, des dizaines d'aventuriers sont entrés dans la grotte, et tenez-vous bien, aucun n'en est jamais ressorti, même à l'état de fragment. Je ne vois pas en quoi cela devrait me convaincre, ami voleur. Compte bien, Souk. Ça fait 13 ans que la foire existe. Chaque année, elle a duré 14 jours. Chaque jour, un groupe est entré dans le donjon. En comptant des groupes de 5 personnes en moyenne, on en arrive à 910 aventuriers morts dans ce trou. Laisse-moi deviner, tu viens d'adhérer à une secte apocalyptique par laquelle le nombre 913 est sacré, c'est ça? Bon. Lapin, interrompit Calon. Souk approcha ses yeux à quelques centimètres de la cuisse tiède qu'elle mangeait, puis de la carcasse, et se dit tout haut « Je me disais aussi qu'il était pas cher pour un agneau. » Dis-moi, Souk, un équipement d'aventurier avec armure, épée, pendentif, amulettes, anneaux magiques et tout le bazar, ça peut se revendre combien sur le marché de l'occasion? Souk ouvrit la bouche pour annoncer une répartie cinglante de son cru. Elle resta bouche bée. Elle tourna et retourna le problème plusieurs fois dans sa tête. Puis retourna le problème encore une fois pour être sûre. Puis une fois encore parce qu'elle était obstinée et qu'elle détestait avoir tort. Elle refit le calcul mental de Melgo. Elle estima la valeur d'un cadavre d'aventurier garni, elle multiplia, elle essaya de savoir si la charrette était assez grande pour contenir tant de richesses, elle ferma la bouche, elle consulta Calon du regard. Il avait sorti les ventreuses de son fourreau et admirait pensivement le reflet du feu sur la lame bleue. Ok, c'est à quelle heure ton truc?